Je trouve que le titre Territoire et transport est bien un point nommé, puisque on oublie toujours que les 2 tiers du développement économique proviennent de l'Île-de-France et des métropoles, et qu'un tiers vient du monde rural et des villes moyennes. Alors on ne peut pas se passer de ce tiers, notre croissance, et donc il faut évidemment l'alimenter en moyens de mobilité. Et je regrette que la Cour des comptes, par exemple, oublie toujours la partie aménagement du territoire. On a l'impression qu'ils sont très parisiens. Deuxième chose que je voudrais dire, c'est le sénateur Jacquin disait qu'est-ce qui reste finalement des assises, de la loi, du pacte fort-bien. Moi, je trouve que dès le début, quand on a commencé à travailler, le ministre a voulu travailler en silo. Il a dit le fret, on le traitera à part. L'aérien, on fera des assises de l'aérien. On a sauvegardé dans un premier temps la loi de programmation, mais finalement, on l'a déporté aussi dans la loi de finances. Et finalement, l'homme, il reste les nouvelles mobilités, quoi. Mais la synthèse des modèles économiques de chacun de ces modes, elle est assurée par qui et où, ça on ne sait pas. Donc on arrive à des petites aberrations du genre, on ferme les trains de nuit parce qu'on a dépensé, on dépense 100 € par voyageur, mais on maintient les liaisons aériennes sur les petits aéroports, on dépense également 100 € par voyage et par personne. Donc il manque cette vision globale, et on l'a aussi, enfin, cette équité entre les modes, ça revient en permanence à tous les moments. Et c'est un problème qu'on a, c'est que si elle n'est pas examinée, on va traiter le ferroviaire, ou le fret, qu'on ne traite pas d'ailleurs, mais on le traite sans poser la question, évidemment, des externalités, du modèle économique et de l'aménagement du territoire, donc des effets collatéraux. Donc nous, la note, on se positionne par rapport à ça. Et donc je vais dire 2 choses, d'une part sur le réseau et d'autre part sur l'exploitation. Sur le réseau, on est très attaché à l'unité du réseau national. Pour l'instant, elle n'est pas trop menacée, mais même si on devait transférer des lignes aux régions, il faudrait maintenir l'unité du réseau national. Je dis ça parce qu'en matière de tarification, la SNCF a trouvé intéressant de faire des cartes avantages sans vraiment consulter les régions, qui elles-mêmes ont bénéficié de la liberté tarifaire, ce qui est bien, mais il n'y a pas de liberté sans responsabilité. Et la responsabilité, en l'occurrence, c'est de considérer que le SNCF ne peut pas travailler sans les régions, et que les régions sont voisines et mitoyennes, et qu'il faut maintenir l'unité du réseau en matière de tarification. La deuxième chose, c'est qu'il est important de régénérer le réseau pour le rendre praticable et sûr. Bon, certes, on a l'engagement des 36 milliards d'investissements, 3,6 milliards sur régénérer le réseau, et tout ça est lié à un contrat de performance dont on parlait tout à l'heure, et dont on sait que la deuxième partie du contrat de performance est quand même sujette à la critique. L'ARF l'a dit, et nous l'avons dit, on a des inquiétudes sur l'équilibre économique de ce contrat de performance sur la deuxième partie. Ensuite, il est très important de maintenir le maillage. Les phénomènes climatiques nous montrent avec cruauté ce que les travaux n'avaient pas vraiment fait prendre en compte. C'est quand on n'a pas de maillage, on a beaucoup de difficultés pour rejoindre certains points du territoire. En ce moment, avec la fermeture de la ligne transversale sud, on se rend compte que l'Aubrac, c'est vraiment important si on peut descendre vers le sud, alors qu'on était en train de le fermer, et ainsi de suite. Et c'est pareil sur les travaux. On dit, théorisé, on a du mal à circuler quand il y a des travaux. Et si on supprime, si on n'a pas une vision du réseau en regardant son maillage, on perd beaucoup de souplesse, on perd beaucoup de facilité, et on perd beaucoup de choses. Ensuite, nous sommes évidemment très attachés aux petites lignes, à un réseau de petites lignes, alors j'y reviendrai tout à l'heure, en matière d'exploitation, mais si on veut œuvrer au développement climatique, réduire la dépendance automobile, il faut maintenir cette possibilité de rabattement sur un réseau ferroviaire de petites lignes, donc capillaire, et on ne peut pas le traiter avec la légèreté avec laquelle on le traite habituellement ou comme l'a traité le rapport Spinetta. Voilà pour le réseau. En termes d'exploitation, notre position bien connue maintenant, nous sommes favorables à l'ouverture régulée à la concurrence régulée des opérateurs et à la complémentarité organisée des modes. Donc c'est assez clair, hein, ça veut dire pas de concurrence sauvage sur les lignes subventionnées, mais une concurrence régulée. Ce qui permet, ce qu'on attend de cette concurrence, évidemment, de la qualité de service sur tous les sujets, hein, sur la ponctualité, sur l'information voyageur, sur l'information en situation perturbée, c'est là qu'on a beaucoup de soucis, en ce moment, hein, sur le choix des matériels aussi, qu'on a peu traité, mais ça fait partie de la concurrence, hein, c'est quand même le choix des matériels, la fiabilité des matériels, et leur prix, bien entendu. Donc,
complémentarité organisée des modes, c'est à la région qui a cette compétence de le faire, mais sur la base d'une architecture ferroviaire réaffirmée. Donc il ne faut pas que le ferroviaire s'enferme sur lui-même, et donc cette notion de silo, je reviens dessus, mais elle est un peu dommage, quoi, parce que ça ne maintient pas les relations entre le ferroviaire et les nouvelles mobilités de façon très aisée. Alors sur les petites lignes, enfin sur ce qu'on appelle les petites lignes, moi j'insiste pour qu'on regarde les choses quand même, pour rentrer dans le détail. Il y a des lignes périurbaines. J'espère qu'elles seront prises en compte dans le 4e appel de projet qui est annoncé par M. Djibari, à hauteur de 450 millions. On sait que ce n'est pas suffisant, il lui fallu aller sur les 700 millions. Mais on attend ce 4e appel à projet qui facilite le dialogue entre les AO métropolitaines et les AO régionales. Parce que les unes sont compétentes pour étendre leur réseau, les métropolitaines, avec le versement de transport, qui finalement n'est pas tellement sanctuarisé, puisqu'il est attaqué quand même malgré tout. Et puis les AO régionales, compétentes pour les autocars et pour les trains, mais dont les haltes ferroviaires ou dont les haltes sont évidemment dans les périmètres urbains qui s'étendent. Et si ces AO ne s'entendent pas, on ne peut pas intégrer le réseau ferroviaire et autocar et le réseau métropolitain. Et ce maillage est essentiel pour l'intermodalité, mais aussi pour le fonctionnement du périurbain, le maillage des bassins d'emploi, l'accessibilité à l'emploi, la formation, etc. C'est vraiment très important. Voilà. Ça, c'est pour les lignes périurbaines. Sur les lignes intercités et interrégionales, là aussi, elles sont tout à fait importantes. On attend beaucoup de l'ouverture à la concurrence sur ces lignes-là. Mais elles sont tout à fait essentielles et on a un peu tendance à les oublier. Et puis il y a les petites lignes du report Philiso, un peu capillaire, pour laquelle on attend son rapport. On nous dit qu'il va apparaître. Bon, c'est un peu, on attend toujours. Mais il y a certainement des choses très intéressantes dedans, puisque Bercy n'est pas très favorable à sa parution. Donc ça nous intéresse d'autant plus. Ça nous met là. Alors, voilà, il y a pas mal finalement d'analyses sur l'exploitation de ces petites lignes. Je vous renvoie à un article de Michel Kidor dans la revue Transport Urbain qui regarde les exemples étrangers particulièrement, qui montre qu'on peut gagner beaucoup de choses là-dessus. Sur ces petites lignes, moi je suis toujours surpris quand on me dit, attendez, il y a beaucoup de trains qui ne sont pas très remplis. Il y a 20 voyageurs du train des Ardennes là, qui a eu un accident. Il y avait 60 voyageurs sur une capacité de 200 places, ce qui fait un taux de 25% à peu près. Mais quand vous prenez la voiture individuelle, le taux de remplissage en autosolisme, il est de 20%. Une voiture de 5 places, il y a une personne dedans. 20%, mais ça choque personne. Mais par contre, un taux de remplissage de 20% en creuse dans les bus ou dans les trains, ça choque tout le monde. Donc il faut remettre vraiment un peu de comparatif intelligent entre tout ça, si on veut avancer. Donc pour nous, ces petites lignes, c'est vraiment assez indispensable. Les voyageurs ont besoin de ces petites lignes pour se rabattre sur le réseau structurant. Les territoires ont besoin de ces petites lignes pour leur développement. On ne peut pas supprimer des services et faire des cartes de services qui regroupent les services hospitaliers, universitaires vers les plus grandes métropoles, vers les grandes villes, sans en même temps développer l'accessibilité à ces métropoles et à ces grandes villes, d'où l'intérêt de ces trains interrégionaux et intercités, l'intérêt de les développer. Évidemment, les contrats de plan État-région montrent qu'il y a là quelques soucis aussi. Voilà, donc je vais m'arrêter là parce que je suis un peu long, mais on a vraiment beaucoup d'intérêt pour l'ensemble du système ferroviaire. Et la flotte n'est pas que ferroviaire, elle s'intéresse aux autres modes. D'ailleurs, je vous rappelle qu'on défend aussi bien les passagers de l'aérien que les passagers du fluvial et des bateaux-mouches. Et sur l'aérien, c'est très important pour nous, puisque il n'y a pas d'association dans l'aérien, mais on a 50% de litiges dans l'aérien, donc on est vraiment la fédération de défense des usagers de tous les modes de transport, y compris l'aérien.